Bonjour à tous, merci de votre présence, merci à nos invités. Alors Samuel Tual, vous êtes président d'Actual Group, une entreprise spécialisée dans le marché du travail et de l'emploi avec 600 agences en France. Vous êtes aussi vice-président du MEDEF et partenaire de beaucoup de sports. Vous avez commencé dans la voile, vous êtes partenaire du foot, d'un club de rugby et d'une centaine de petits clubs locaux. Fabien Canu. Bonjour. Bonjour. Avant d'être directeur général de l'INSEP, on va quand même rappeler que vous êtes double champion du monde de judo, triple champion d'Europe, que vous avez été DTN de la Fédération de judo, avant de passer à l'inspection générale, sport, recherche et éducation. Voilà. Tout à fait. Ancien combattant, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Alors en fait, le thème, après les Jeux, on va voir comment le monde de l'entreprise et le monde du sport peuvent davantage se parler, puisqu'on a tous vécu la même parenthèse enchantée avec des athlètes qui ont performé, mais des athlètes qui doivent aussi trouver un travail en dehors des Jeux et qui ne vivent pas tous de leur sport. Donc on va voir ça tout au long de cette table ronde. Et avant, je crois qu'on a une petite vidéo. Je vais peut-être commenter un tout petit peu les images que vous venez de voir. Donc, oui, vous allez les commenter pour nous expliquer pourquoi la voile, le sport. Là, en fait, vous venez de voir ce qu'on appelle un ultime. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de course au large et de voile dans la salle, mais c'est ce qu'on fait de mieux actuellement dans ce type de discipline. C'est un bateau qui fait 100 pieds, 32 mètres de long, 23 mètres de large, 35, 37 mètres de haut. C'est des bateaux qui, en vitesse de pointe, peuvent atteindre jusqu'à 48, 50 nœuds. Et c'est ce qu'on fait. C'est le bateau de tous les superlatifs. C'est vraiment le domaine de l'excellence de la course au large. Donc le programme, c'est Transat Café l'Or, Route du Rhum, et puis un tour du monde. On a fait un premier tour du monde il y a 2 ans. Et dans 2 ans, maintenant, il y aura de nouveau un tour du monde en solitaire. C'est ça qui est remarquable. C'est des bateaux qui font le tour du monde en une quarantaine de jours. Voilà. Donc nous sommes engagés dans cette discipline depuis plus de 20 ans parce que, comme beaucoup d'entreprises, on a fait le choix du sponsoring. C'est un choix intéressé au départ. Quand vous dites intéressé, c'est-à-dire ? Intéressé, c'est-à-dire que l'entreprise a besoin de communiquer. Et donc, comme nous avons besoin de communiquer, développer notre image et notre notoriété, on aurait pu, de façon traditionnelle, prendre des espaces publicitaires, même dans de la bonne presse. Mais en réalité, comme nous avons une activité de service, on n'a pas de produit à montrer. Je trouvais que les valeurs du sport, ce que ça incarne, ça avait beaucoup de résonance par rapport à notre activité que je vais vous préciser. Donc pour le coup, on a décidé de s'investir dans le sponsoring. Et puis là, il y a eu une rencontre avec un marin qui rêvait de faire de la course au large. On a rendu possible le fait qu'il fasse une première transat.
Et puis après, il est venu nous voir en disant je crois savoir ce qu'il faut avoir comme bateau pour gagner cette transat. Donc on a construit un prototype. Et puis c'est comme ça que l'histoire a commencé, parce qu'on a construit le bateau, il s'est préparé, il a gagné la course. Et quand un sportif tient les engagements qu'il prend, l'entreprise qui l'accompagne reste fidèle et le suit. Et après, nous avons fait un 50 pieds, puis un 100 pieds. Et puis maintenant, nous sommes dans cette catégorie. Et ça fait 25 ans que ça dure, avec un projet sportif qui progresse année après année, en même temps que l'entreprise progresse. Voilà. Donc ça a été le début de l'engagement d'Actual dans le sport. Et depuis, nous avons développer de nombreuses autres formes de sponsoring, notamment dans le football, dans le rugby, et à l'échelle nationale, c'est 175 clubs que nous soutenons d'une façon ou d'une autre. D'accord. Fabien Canu, les 800 sportifs qui sont dans votre fabrique à Champion, est-ce qu'ils pensent, qu'ils ont le réflexe de l'entreprise, et comment vous les aidez dès le départ dans leurs études à penser déjà à ce qu'ils peuvent faire en plus du sport? Alors, s'ils n'ont pas tous le réflexe de l'entreprise, en tout cas, dès le plus jeune âge, on les sensibilise déjà à leur formation. Donc, quelque part, c'est aussi un lien avec le monde du travail plus tard. C'est leur faire comprendre que rapidement, dès la seconde, la première, qu'il y aura un avenir à préparer, qu'il faut avoir son bac, qu'il faut et déjà réfléchir à ce qu'on souhaite faire. Donc, là-dessus, oui, il y a 5 personnes qui sont dédiées totalement à cet accompagnement pour déjà, et c'est le plus compliqué, en fait, quand on est jeune, qu'on soit sportif ou pas, c'est de savoir ce qu'on veut faire sur l'après-carrière. Sachant en plus que souvent les choses évoluent. Entre ce qu'on veut faire à 20 ans et à 28, 29 ans, ça peut changer. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse les accompagner et les aider à savoir ce dont ils ont besoin en fonction de leur envie, en fonction de leurs possibilités aussi. Donc ça démarre déjà là, en fait, la reconversion. La reconversion, c'est dès la seconde, dès la première, et avec des choix aussi parfois d'orientation, où il faut commencer à penser l'avenir. Pour moi, quand on est sportif au niveau, c'est comme ça que j'ai vécu moi, en fait, on doit avoir cet état d'esprit, cette réflexion en permanence. C'est de se dire, la carrière, ça va aller vite, de quoi demain sera fait, et surtout, de quoi j'ai envie, en fait. Parce qu'une reconversion réussie, c'est de s'épanouir dans ce qu'on fait. Qu'on soit simple paysan au fin fond de la France, ou qu'on soit un banquier, peu importe. Et ça, c'est pas le plus simple. Donc c'est là-dessus où on cherche à les accompagner. Après, il y a le lien avec le monde du travail, on y reviendra, à un moment donné qui arrive, mais c'est essentiel dès le début. Nous, on souhaite qu'ils aient tous le bac, déjà, c'est ce qui se passe. Et c'est le cas, vous avez... On a 100% de réussite au bac. Alors 100%, effectivement, on n'est pas loin de la moyenne nationale, mais nous, parfois, on récupère des jeunes qui sont en échec scolaire, qui sont très loin de la scolarité. Donc c'est leur redonner goût à l'école, de les accompagner de manière individuelle, avec des emplois du temps totalement adaptés, mais ça démarre par là. C'est de se dire, après, ils prennent pas tous le bac, il y en a qui font d'autres options. Mais bon, en tout cas, qu'ils sentent bien que, ok, on est là pour le sport, mais il y a demain à préparer. Samuel Tual, je crois que vous intervenez aussi dans les centres de formation. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes ? Alors, on intervient dans les centres de formation parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais Actual, notre métier, on fait de l'intermédiation sur le marché du travail. Donc, on cherche des talents, des profils pour les présenter aux entreprises qui recherchent des compétences. Donc, notre travail, c'est de donner du travail aux gens. Donc, on est très sensibilisé à ces questions de l'emploi et de conditions à réunir pour réussir dans sa carrière professionnelle. Donc, ce qu'on dit aux jeunes quand on les croise, j'ai beaucoup aimé effectivement le propos sur effectivement. Alors, est-ce que les jeunes en question étaient en échec scolaire ? Peut-être que ça s'est traduit comme ça. Moi, je traduis la situation ils n'avaient pas comme centre d'intérêt dans la vie les études. C'est-à-dire qu'ils ont une autre source principale qui est le sport, et à un moment donné, ils peuvent effectivement négliger cet aspect-là. Finalement, les entreprises ont besoin de quoi ? Ont besoin d'hommes et de femmes et de jeunes qui ont de la volonté, qui sont bien construits. Est-ce que c'est important qu'ils soient bons dans les études ? Les études, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour pouvoir se réaliser après dans ce qu'on choisit. Et donc, je crois que si on arrive à faire passer le message que si on a de la volonté, si on est déterminé et qu'on travaille bien ce pourquoi on aspire à devenir ou à faire, pour le coup, on peut réussir dans ce que l'on entreprend.
Donc on essaie de positiver ce type de situation, et il n'y a pas de situation, que ce soit sur des lycées professionnels, des formations de l'intelligence de la main, ou les métiers beaucoup plus intellectuels. Et finalement, ce qui compte, c'est est-ce qu'on est bien dans ce qu'on fait, et on a envie de le faire bien. Et voilà, donc on essaie de montrer que, quels que soient les parcours, les étapes passées par les uns les autres, par le travail, par la volonté d'apprendre et d'avancer, à un moment en plus où, entre nous, le sujet des études, faut relativiser, parce que quand on dit par exemple qu'il faut préparer au métier de demain, moi je vous avoue un truc, c'est qu'on ne connaît pas les métiers de demain. Ça évolue tellement vite qu'on ne sait pas ce que seront ces métiers de demain. Donc ce qui est important, c'est que tout le monde ait une formation de base pour pouvoir justement s'adapter aux évolutions futures. Et donc il y a un enjeu incroyable de s'adresser aux jeunes, des jeunes qui en plus, pour des enjeux démographiques, sont de moins en moins nombreux. On a un problème de choc démographique en France. Il y a 10 ans, il y avait 200 000 jeunes qui arrivaient sur le marché du travail, en plus de ceux qui partaient à la retraite. Dans 10 ans, on est en 25, dans 20 ans, il y en aura 200 000 de moins. C'est-à-dire que la population vieillit, il n'y a plus assez de jeunes. Donc ça veut dire que ces jeunes, leur contribution à l'activité économique, leur contribution dans l'entreprise sera juste très importante. J'ai envie de dire qu'on va s'arracher les jeunes, parce que ils seront en déficit numérique. Et donc, il faut qu'on les prépare à ça, et que finalement, quelle que soit l'orientation qu'ils choisissent, quelle que soit la voie qu'ils choisissent, il faut qu'ils aient la possibilité de se réaliser. En quoi les jeunes sportifs ont le petit truc en plus qui fait qu'on va se les arracher davantage que les autres ? C'est une bonne question. On le voit, on a beaucoup de contacts avec certaines entreprises. En fait, ce qui intéresse aujourd'hui, c'est dans le recrutement, c'est la personne, le savoir-être, le comportement. Or, le sportif, c'est vivre en collectivité, généralement, c'est se battre, c'est être motivé. Donc, c'est quelqu'un d'assez facile dans un univers du monde du travail. S'il n'y a pas le savoir académique, quelque part, c'est pas très grave. L'entreprise peut combler ce savoir académique. Donc, on voit bien que c'est un bon profil, en fait. Et dans beaucoup de métiers en tension, on voit bien les entreprises qui s'adressent à nous pour dire, mais nous, ces profils-là nous intéressent. Ils sont pas formés, c'est pas grave, on prendra le temps de les former. Mais il y a du potentiel. C'est un peu comme une carrière d'athlète de haut niveau. C'est-à-dire, il y a du potentiel, il faut le temps de la formation. Donc, après, un des enjeux, c'est de créer cette passerelle entre le monde du travail et le monde du sport, ce qui se fait doucement. Il y a encore des marges de progrès à faire. On a créé pour ça d'ailleurs un centre de formation d'apprentissage, justement, pour faire en sorte que les sportifs, de la mesure de leur temps, parce qu'on connaît les contraintes du sport de niveau, puissent aussi aller de temps en temps dans le monde de l'entreprise et avoir déjà un petit peu une image de ce que ça représente, quoi. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on évolue, parce qu'il y a vraiment de beaux potentiels à avoir, et il y a des sportifs qui ont des profils de carrière intéressants dans le monde du travail. Est-ce qu'il y a un secteur où les sportifs excellent le plus ? Vous qui voyez un peu côté recruteur, est-ce que ou un domaine vers lequel ils vont, ou est-ce qu'ils deviennent carrément auto-entrepreneurs ? Alors, c'est vrai que les sportifs ont une caractéristique, c'est que dans la discipline dans laquelle, alors surtout quand on parle de sport de haut niveau ou de ceux qui choisissent la voie professionnels du sport, c'est que ils ne deviennent pas sportifs de haut niveau par hasard. C'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé, beaucoup répété, avec beaucoup de discipline. Cette notion d'effort, le terme effort aujourd'hui, c'est un mot qui est pas très à la mode dans la société dans laquelle on évolue. Et je trouve que les sportifs incarnent parfaitement cette notion d'effort, parce que c'est par l'effort, par la répétition et parfois par l'échec, la difficulté, qu'ils recommencent. Donc cette notion d'apprentissage est très importante dans la vie de l'entreprise. Donc ça fait des personnalités qui ont l'habitude d'apprécier cette notion de rapport au travail et à l'effort, dans un cadre qui a été rappelé, qui est aussi plutôt effectivement cadré, avec une discipline, avec aussi le respect du coach, des règles qui sont données aussi. Le principe du sport, c'est que les règles du jeu sont en principe appliquées. Et donc dans l'entreprise, c'est très important aussi de respecter les règles. Donc tout ça fait que,
en principe, un sportif, quand il bascule après côté entreprise, ça nous donne effectivement des personnalités qui, en termes de soft skills, enfin tout ce qui est comportemental, cochent beaucoup de cases. Donc j'ai envie de dire que ce sont des profils plus par nature. Voilà. On trouve d'ailleurs dans d'autres domaines, dans le domaine quand on parle de reconversion de l'armée, typiquement aussi, les anciens militaires qui ont fait des carrières courtes, il y a beaucoup de similitudes aussi. Ça n'a rien à voir comme sujet, mais on retrouve des parallèles dans la reconversion. Est-ce que les sportifs comme vous choisissent par exemple après d'être DTN ou d'aller dans une filière sport, ou peuvent s'engager dans un tout autre secteur comme, est-ce que l'époque a changé? Il y a de tout. Il y a ceux qui souhaitent rester dans leur discipline, que ce soit pour être simple entraîneur de club, que ce soit pour être c'est un rôle d'entraîneur au niveau de la fédération. Et puis il y a ceux aussi qui disent mais non, il y a aussi une vie en dehors du sport et moi j'ai envie de faire autre chose. Donc en fait il n'y a pas de particularité là-dessus. Et d'ailleurs on constate de plus en plus des sportifs qui souhaitent vraiment avoir un éventail d'études large. On a une trentaine de conventions avec des écoles. Nous par exemple, ça va aller de quelqu'un qui veut faire dentaire à quelqu'un qui veut être cuisinier. Et à chaque fois, nous, on essaie justement de répondre à ses besoins, ce qui n'est pas toujours simple. Mais en fait, il y a de tout. Il y a de tout. Tout le monde ne souhaite pas rester dans sa discipline, en plus sportive. D'abord, encore faut-il qu'il y ait du travail, parce que certaines disciplines sportives olympiques où finalement, on ne vit pas, même quand on est entraîneur de club. Donc, non, c'est assez varié. C'est assez varié. Monsieur Tual, en prenant votre casquette du MEDEF, on a vu pendant les Jeux ce qu'a monté le MEDEF avec un sportif, Soutiens ton sportif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et est-ce que ça continue encore un peu maintenant et qu'est-ce que ça a permis de faire pour justement rapprocher ces deux mondes ? J'ai évoqué tout à l'heure l'enjeu de la jeunesse pour les entreprises. Au même niveau, le sport devient quasiment un sujet une cause nationale. C'est-à-dire que la pratique du sport est vertueuse bien sûr, pour la santé en général. Ça permet aux individus de se maintenir en bonne santé. La pratique du sport est à encourager. Donc ça veut dire que les entreprises ont intérêt aussi, là où elles sont, parce que les entreprises, là on est à Paris, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises dans les territoires qui feront travailler des hommes et des femmes qui habitent là, qui ont des enfants. Donc nous, on est concernés par les écoles, par le soin, etc. Et les clubs de sport sont importants aussi en proximité dans les bassins d'emploi. Donc plus il y a d'activités dynamiques au niveau associatif pour pratiquer le sport, plus on est intéressé. C'est pour ça qu'on demande à ce que les entreprises s'engagent plus dans le financement des clubs de sport pour favoriser la pratique sportive en général. Et puis après, effectivement, il y a des occasions comme les Jeux Olympiques qui sont, j'ai envie de dire, des vitrines incroyables où on découvre parfois des disciplines, on découvre des personnalités incroyables, et puis j'ai envie de dire le sport est vraiment mis à l'honneur à cette occasion. Donc on avait, avec Dominique Carlac qui portait cette cause-là au MEDEF, décidé de mettre en place un système de parrainage d'athlètes, parce que dans les athlètes qu'on a vus à la télé, qui sont tous plus excellentes les unes que les autres, ce sont des athlètes qui parfois ont des revenus, et puis d'autres sont en difficulté financière. Ils sont bons dans le domaine, mais n'ont pas forcément les moyens de financer leur préparation et assurer leur avenir d'un point de vue matériel. Et donc, on avait mis en place un système de parrainage. Je parraine un athlète pendant la durée des JO, qui a permis à certains, justement, d'être à l'abri d'un point de vue financier pour se mettre dans les meilleures configurations pour pouvoir préparer leur discipline. Donc ça s'est fait au moment des JO. Évidemment, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait après, quoi. Comment on continue à faire vivre ce lien entre les entreprises. Parce que pour toutes les raisons que j'ai appelées, le sport, c'est intéressant, c'est vertueux. Et surtout, c'est le dernier point, à l'image de ce que je vous ai expliqué sur l'engagement d'actuel dans le sport, on se sert aussi de l'image des sportifs pour être des modèles, pour être inspirants pour les jeunes générations.
parce que ces parcours font envie, peuvent faire rêver, mais ça montre surtout aux jeunes que c'est possible. On peut devenir très bon dans son domaine, à condition évidemment de faire ce qu'il faut pour y arriver. Et donc ça attire beaucoup et c'est très, très valorisant pour les jeunes. C'est le rôle que vous donnez à vos 4 ambassadeurs? Vous avez 4 ambassadeurs? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà de soutenir des clubs, on soutient aussi des sportifs à qui on demande d'aller un peu plus loin. On a créé une petite notion d'écurie et on les aide à mieux communiquer pour toucher le plus grand nombre parce qu'on trouve tout simplement qu'ils sont inspirants. Ce sont des modèles. Et si par cette action-là, on peut toucher des jeunes qui ont le petit déclic pour les aider à s'orienter ou dans la discipline sportive ou dans la vie tout court. Parce que finalement, c'est ça la finalité, c'est qu'on puisse se réaliser dans ce que l'on fait, quel que soit le choix que l'on opère, quoi. Et donc, on trouve que c'est plutôt intéressant. Fabien Canu, on a vu beaucoup d'athlètes après les Jeux qui ont déchanté, notamment ceux qui étaient dans les teams de plusieurs entreprises avec les contrats qui finissaient. Est-ce que ça peut changer ou est-ce qu'on aura pour les prochains Jeux, pareil, des teams qui vont se monter, qui vont s'arrêter? Et vous, comment vous les aidez, les sportifs, à se préparer à ce genre de situation? C'est vrai qu'on a pu lire dans la presse quelques désillusions de sportifs qui ont fait les Jeux, parce qu'il y a eu des teams d'entreprises, entre autres, il y a un accompagnement par le secteur privé, mais qui ne s'est pas poursuivi pour bon nombre d'entre eux. Donc, alors qu'ils espéraient au lendemain des Jeux, justement à l'inverse, être davantage aidés. Malheureusement, la situation économique est ce qu'elle est. Après, nous, on les accompagne du mieux qu'on peut par rapport à ces sujets-là, mais c'est un petit peu la déception qu'on a par rapport aux Jeux, c'est que cet engouement lié, la France fait quand même 64 médailles aux Jeux Olympiques, 78 de mémoire pour les Jeux Paralympiques. On aurait aimé un meilleur engouement, le fameux héritage, qui est pas tout à fait là. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on va se battre pour la suite. Mais un des enjeux, je repense à ça par rapport à la reconversion. Pour avoir fait une étude il y a quelques années sur les sportifs reconvertis, des grands champions, globalement, au bout de quelques années, ils disent « Ok, on s'en est sorti, on est heureux dans ce qu'on fait ». La phase délicate, c'est quand la carrière s'arrête. C'est cette fameuse petite mort où pendant 6 mois, 1 an, je schématise, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Parce que sa fédération est repartie avec une nouvelle équipe, parce que du jour au lendemain, on va plus s'entraîner, on est dans son canapé, et là, c'est là où on met en place un accompagnement. Psychologique, j'imagine. Psychologique, formation, médicale aussi, parce que le corps du jour au lendemain, qui s'entraînait 3 fois par jour, qui s'entraîne 1 fois éventuellement, et puis il peut y avoir des blessures, des séquelles, donc on essaie d'accompagner ces sportifs-là dans cette phase-là. C'est vraiment là où on... Et donc, par rapport aussi au monde du travail, pour ceux qui intègrent une entreprise, donc on met en place tout un dispositif d'accompagnement sur ces 6 mois, 1 an qui suivent les Jeux, parce que, encore une fois, beaucoup de grands champions nous ont dit, mais là, du jour au lendemain, ça fait tout drôle parce qu'on n'existe plus, on n'est plus dans les médias, et qu'on est face à soi-même, et que du coup, on a du mal à retrouver du sens à notre vie. On a l'impression que beaucoup de choses sont faites par rapport à votre époque, mais ça date un peu. Qu'il y a de plus en plus de programmes qui sont mis en place par vous, par le CNOSF, par les acteurs du sport pour les aider. Oui, même si on a souvent tendance à râler en France, on le sait bien, quand je vois ce qui se passe à l'étranger, franchement... Le modèle français d'accompagnement de formation, il est quand même là. Alors, on peut faire mieux, on va souvent citer les universités américaines, etc. Mais en France, il existe des dispositifs. Il y a beaucoup de pays où il n'existe rien du tout. Donc c'est vrai, ça n'empêche pas qu'il faut qu'on l'améliore, qu'on fasse mieux, parce que quand on voit l'exigence du sport de haut niveau aujourd'hui, ce que ça demande, et puis ce qu'on doit vis-à-vis de ces sportifs, comme qu'on donnait pour la France, pour la nation, on se doit de les accompagner jusqu'au bout. Donc, mais c'est vrai, pour connaître beaucoup de pays étrangers, on n'a pas à se plaindre dans ce domaine-là. Il y a peut-être pays, je prends l'Australie. En Australie, la carrière s'arrête, vous vous débrouillez tout seul. Il n'y a aucun accompagnement de la part. Alors, c'est des mentalités aussi anglo-saxonnes, on est habitué à se prendre en charge, mais il y a beaucoup de pays où l'accompagnement, il n'est pas ce qu'il est en France. Monsieur Thual, vous diriez que les Jeux ont quand même donné l'envie aux entreprises d'investir, pas forcément dans le sport, mais de soutenir les sportifs ? Oui, je trouve que cette séquence a été quand même très, très importante.
Dans l'héritage, on a le nombre de licenciés, de personnes qui se sont inscrits dans la pratique sportive derrière, et la plupart des clubs ont vu des hausses d'inscriptions considérables, donc c'est un petit peu les conséquences directes. Mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit je pense qu'on pourrait aller plus loin. Bon, après, il faut relativiser. Je ne vais pas faire de politique ici, c'est peut-être pas le lieu, mais on est quand même dans une séquence juste incroyable. On vit une situation... Ah bon ? Parler de sport aujourd'hui, ça peut paraître assez incongru au regard de tout ce qui se passe. Mais bon, donc là, on est sur des enjeux qui finalement répondent à comment on inscrit ça dans la durée, dans le temps, et comment on se projette à l'avenir. C'est quoi le modèle de société que l'on souhaite? C'est quoi l'avenir? C'est quoi le projet? Et sur des temps longs, parce que tout ce qu'on évoque, ça ne peut pas se faire en quelques semaines, en quelques mois. C'est plutôt des politiques qui paient sur un temps assez long. Donc je pense qu'il faut qu'on règle déjà les quelques petits sujets en cours d'actualité pour se remettre dans une perspective plus durable, retrouver la sérénité, parce que finalement, ce que je vous disais tout à l'heure sur le rôle des entreprises, moi c'est une conviction profonde, hein. Je pense que les entreprises peuvent apporter encore beaucoup plus dans le domaine du sport. Encore faut-il qu'il y ait des entreprises. Et effectivement, c'est comment on imagine l'avenir des entreprises en France durablement. Mais si leur avenir est donné parce que la politique permet de travailler, de vivre et travailler sur le territoire, on pourra, par le politique aussi, inciter plus, mettre des politiques fiscales, entre autres, plus favorables pour encourager les investissements des entreprises dans l'économie du sport. Je pense que c'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt c'est pour le bien commun et c'est l'intérêt du pays. Donc c'est ce que je formule de mes voeux. Alors on a dit qu'on ne faisait pas de politique, mais Yann Cucherat, qui était là ce matin, je crois à la place de Fabien Canu, qui est manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport, disait moi j'ai une enveloppe de 114 millions pour faire les Jeux, j'ai la même enveloppe en 2025, en 2026 je ne sais pas parce qu'il n'y a toujours pas de budget. Est-ce que si l'argent de l'État baisse un petit peu, est-ce que vous pensez que les entreprises pourraient pallier, on fait de la politique fiction, oui, mais est-ce que le secteur privé, les entreprises pourraient faire la soudure? Oui, assurément, ça devrait être possible, il est souhaitable que ça le devienne. Encore une fois, à condition que les entreprises puissent se développer, et avoir la visibilité et avoir les conditions pour se développer et investir. Effectivement, là où certaines sont en difficulté ou sous pression, sous contrainte, c'est difficile d'aller les chercher pour leur demander de faire un petit geste en plus en direction du sport. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut mettre sur la table. On arrive finalement dans beaucoup de domaines à la fin d'un cycle, hein, mais on est au bout de quelque chose avec beaucoup de modèles qui datent d'après-guerre. Je pense que le moment arrive où on va devoir se reposer un certain nombre de questions sur le financement. Je pense que l'État doit intervenir à un certain niveau, mais pas trop non plus, parce que je ne pense pas que les subventions publiques soient de nature à apporter toutes les réponses. Et donc, il faut plutôt encourager l'investissement privé par les acteurs économiques qui ont en plus intérêt à favoriser ce type de discipline. Mais ça, c'est des modèles qu'il faut après proposer et qui s'inscrivent évidemment dans la durée. Fabien Canu, est-ce que l'INSEP est ouvert aux entreprises qui viennent soit se présenter, soit vous parrainer? Comment ça se passe en fait? On est très ouvert au monde de l'entreprise. D'abord parce qu'on y organise beaucoup de séminaires d'entreprise en fait. C'est aussi une activité importante pour nous en termes de ressources. Donc bon nombre d'entreprises viennent faire des séminaires. On crée ce lien, ce que j'expliquais, via un CFA, un centre de formation et d'apprentissage, justement avec le monde d'entreprise. Certaines viennent expliquer leur métier aux jeunes sportifs. Donc oui, alors, il y a probablement encore des marges de progrès là-dessus pour développer encore mieux. Mais on est, je pense, très ouvert au milieu de l'entreprise, oui, tout à fait. Est-ce que vous basculez déjà sur un autre modèle aussi, dont on parlait, ou c'est compliqué ? Non, je pense que le modèle qui est lié, pour être très, très clair, l'INSEP, c'est 40 millions de budget, donc 24 millions d'euros de la part de l'État. Après, le reste de l'argent, c'est à nous d'aller chercher, les fameuses ressources propres.
En tout cas, moi, pour l'instant, je ne constate pas à ce jour de baisse de la subvention de l'État. Ça n'augmente pas, mais ça ne baisse pas. Donc, de quoi demain sera fait? Qui peut savoir aujourd'hui quels seront les budgets de demain? On en sait rien. En tout cas, sur le sport de haut niveau, c'est ce qu'expliquait, je crois, Yann Cuchera ce matin, il n'y a pas eu de baisse. Les baisses ont eu lieu sur la pratique sportive, sur le développement de la pratique sportive. Il y a eu des baisses assez importantes, mais le sport de haut niveau n'a pas été touché de la part de l'État. Il n'a pas été par le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, via des teams d'entreprise, des aides aux athlètes qu'on diminué, mais pas de la part de l'État. D'accord. Le groupe, votre groupe fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus dans le sport, ou comment le faire évoluer? Eh bien, là, actuellement, donc on peut potentiellement couvrir encore plus de disciplines, plus de clubs, si nos activités se développent et le permettent. On s'intéresse beaucoup au sujet de reconversion professionnelle aussi, puisque effectivement, on peut pas accepter le principe que des sportifs, quelles que soient les disciplines, puissent avoir des difficultés à rentrer dans la vie active. Donc, on va initier une démarche pour essayer de les accompagner avec des parcours individualisés pour essayer de tout simplement trouver leur voie, ce pourquoi ils sont faits. Et je pense que dans les équipes du groupe, on a suffisamment de compétences pour rendre ça possible. Donc, j'aimerais qu'on puisse le faire à l'échelle. Et puis après, suivant les politiques qui seront données, il y a effectivement possibilité d'intervenir encore un petit peu plus dans les clubs. Encore faudrait-il que ce soit un petit peu encouragé. C'est ça, moi je pense qu'on n'est pas suffisamment aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif suffisamment incitatif pour rendre ça possible. Et si je ne suis pas pour, en général, que l'argent public soit trop dépensé dans ce domaine-là. En revanche, notamment sur le moment des JO, je pense que c'est difficile pour un pays. Je pense notamment au prochain de Jeux d'hiver 2030. À partir du moment où on dit, voilà, on se fixe une ambition en nombre de médailles et de réussite, il faut absolument que l'État, pour le coup, rende possible et fasse ce qu'il faut pour rendre ça possible. Et effectivement, le sentiment que ça donne, c'est que malgré ces échéances importantes, on laisse les choses avancer tranquillement. Au-delà de la question de l'organisation de l'événement, il faut qu'on accompagne beaucoup plus les sportifs de haut niveau sur ces périodes pour former tout simplement les champions dont on sera fier d'encourager, puisqu'ils représentent aussi la France. Merci beaucoup Rachel pour cet échange. C'est le moment de discuter avec notre public. Si vous avez des questions pour Fabien Canu ou Samuel Tual, c'est maintenant. Merci, bonjour. Vous avez parlé effectivement des entreprises qui ont soutenu beaucoup d'athlètes pendant les Jeux et qui ne le font plus, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui continuent et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je voulais vous poser une question, Fabien Canu, sur l'accompagnement que vous faites des athlètes qui cherchent des sponsors. Est-ce qu'à l'INSEP, vous proposez des rencontres avec les entreprises ou est-ce que vous vous basez uniquement sur le pacte de performance ou des organismes comme celui-ci pour cette mise en relation ? Alors, sur la mise en relation, effectivement, on le fait avec la Fondation du sport qui fait ce lien, justement. Donc, la Fondation du sport a organisé assez régulièrement à l'INSEP des temps de rencontres entre les sportifs de l'INSEP, mais pas que, et le monde de l'entreprise, justement, pour favoriser ce lien-là. Donc, nous ne sommes pas l'organisateur, mais on facilite cette organisation qui est faite par la Fondation du sport. Tout à fait, ouais. Et qui a très bien marché jusqu'au jeu d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de sportifs donc, qui ont été aidés jusqu'au jeu. Ouais. Et pour compléter la réponse, il y a, je pense, un enjeu aussi à ce que les sportifs apprennent à se vendre. Parce qu'ils sont souvent très bons dans leur discipline, mais quand il s'agit d'aller chercher des partenaires, ils ne sont pas à l'aise spontanément pour le faire. Donc il y a des techniques, il y a des structures qui peuvent accompagner aussi à ça, mais c'est très important. En plus, à l'ère des réseaux sociaux, se mettre en avant et travailler son image, c'est un sujet qui devient essentiel, notamment pour collecter des sponsors. Une prochaine question. Oui. On vous écoute. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Tual, j'avais une question pour vous. En général, au niveau du sponsoring, justement, comment est-ce que... Quel sport justement vous allez choisir, quels athlètes vous allez choisir, et par ailleurs, est-ce qu'au niveau du sponsoring, c'est vous qui allez chercher les athlètes
ou eux qui viennent vers vous justement vous chercher? Alors, on a dans le groupe ce qu'on dit, enfin, oui, on a une stratégie de communication avec effectivement des disciplines ou des territoires que l'on souhaite adresser, mais en vérité, c'est souvent des démarches spontanées qui, à un moment donné, entre notre besoin et la sollicitation qui arrive, enfin, on va très peu au contact. C'est pas nous qui allons chercher tel ou tel sportif, c'est plutôt les clubs ou les sportifs qui viennent à nous. Et dans beaucoup de cas, c'est pour ça que j'insistais un petit peu tout à l'heure sur le côté un peu com ou marketing de la demande. C'est souvent des rencontres et j'ai envie de dire des coups de foudre. Il faut qu'il se passe un truc qui donne envie d'y aller. Il faut que ça matche. Et donc c'est pour ça que la forme compte beaucoup aussi sur le fond. Donc une stratégie et puis après mais comme dans tous les sujets, je pense qu'il faut faire beaucoup de demandes pour arriver finalement. Et puis à un moment donné, on tombe sur une entreprise qui peut avoir ce type de besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller, quoi. Bonjour, du coup je m'appelle Djeneba, je suis étudiante chez Amos. J'avais une question pour vous, Monsieur Tual. Donc vous dites que vous accompagnez vos sportifs dans leur insertion professionnelle, mais est-ce que vous avez aussi un aspect sur l'accompagnement mental? C'est vrai que certains sportifs sont peut-être conditionnés eux-mêmes dans leur tête en se disant qu'ils veulent coûte que coûte devenir sportifs, mais est-ce que vous avez aussi cette seconde partie pour les accompagner et franchement les formater sur cette idée qu'il y a plusieurs options et pas forcément celle qui est de sportif. Donc je me permets aussi en même temps de faire mon petite annonce, je suis aussi à la recherche d'une alternance. J'en profite. Donc, si vous permettez, j'aimerais vous transmettre aussi mon CV, si vous le souhaitez, et aux différents partenaires. Je vous ai mis mon QR code avec mon CV, donc si vous souhaitez, vous pouvez me contacter. Alors, franchement, si vous ne trouvez pas d'alternance, là, je ne sais plus quoi faire. Merci. Bon, ça, c'est audacieux. C'est audacieux, c'est un coup de foudre, là, Merci. du coup, comme on disait il y a quelques minutes. Alors, pour répondre à votre question sur l'aspect mental, dans l'entreprise, on intervient sur ces questions-là, mais plutôt on fait de la prévention sur les risques, ce qu'on appelle psychosociaux, quand il y a justement il y a des problématiques qui peuvent être de nature très différente en lien avec le travail ou plus à titre perso. Donc on accompagne les collaborateurs en général là-dessus. Mais c'est pas tout à fait le sens de votre question. En principe, un sportif, j'ai envie de dire, son point fort, c'est son mental. Parce qu'il a été programmé pour pouvoir justement aller au bout de ce qui dans sa discipline, avec aussi une capacité de résilience quand il est en difficulté. Mais ce qui est très important, c'est la notion d'accompagnement. Je pense que il faut qu'on encourage les rapprochements école-entreprise, que les entreprises viennent plus dans les écoles pour présenter les métiers, etc. On peut encore faire plein de choses là-dessus, mais ce qui est important à un moment donné, c'est que chaque personne est différente. Donc l'accompagnement, on ne peut pas apporter de réponse commune à un collectif. Ça dépend vraiment de chaque personne, en fonction de ses capacités, de sa motivation, ce pourquoi elle aspire. Et c'est pour ça que la partie évaluation me paraît le point de départ de tout le processus. On évalue la personne pour vraiment bien savoir ce pourquoi elle est faite. Et après, dans les interactions, il faut lui faire découvrir des disciplines auxquelles elle n'a pas forcément pensé, des métiers auxquels la personne n'a pas forcément pensé, etc. Et les mettre en situation. Et c'est comme ça qu'on construit des parcours qui ont du sens. Donc c'est pas de l'accompagnement mental, mais c'est du coaching ou de l'accompagnement sur son orientation et sur sa carrière professionnelle qu'il faut en réalité faire. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Rémi Laurent. Je suis dirigeant au niveau de la Fédération française d'athlétisme et aussi officiel. Vous avez évoqué la question du sport du quotidien. Je vais vous dire quelle est la réalité. Sur l'année dernière, les subventions des départements et des régions ont baissé de 15%. Pour cette année en cours, elles ont encore baissé de 15%.
Les dotations des collectivités qui financent tous les équipements sportifs dont on a besoin sont littéralement sabrées. On se bat littéralement en tant que dirigeant de club, non pas pour que nos subventions augmentent, mais pour être dans les clubs dont les subventions ne vont pas baisser ou vont baisser à un minimum. Et on a un vrai problème qui est que le sport de haut niveau, comme vous l'avez dit au niveau de l'INSEP, n'est pas trop touché, mais tout ce qui alimente le sport de haut niveau, parce qu'avant que les athlètes atteignent le haut niveau, il faut les former, et c'est le rôle des clubs au niveau du quotidien, on est littéralement saigné à blanc, tant au niveau des collectivités qu'au niveau des entreprises, et ça va faire mal sur les prochaines années. Et je suis très inquiet pour Los Angeles 2028, puisqu'une fois que le souffle de Paris 2024 est retombé, les financements ils sont en chute libre. Et je voudrais savoir comment vous allez faire, vous, autant au niveau de l'INSEP qu'au niveau des entreprises, pour faire face à ce qui est véritablement une fuite et un exode massif des talents, et je le vois au niveau de l'athlétisme, vers les universités américaines. Alors les sportifs nous disent c'est pour rencontrer de l'opposition parce que le championnat américain est plus dense, qu'il y a la NCAA, qu'il y a des financements, qu'ils ont des bourses et un financement et des installations de qualité. Comment vous allez faire face pour non seulement accompagner les athlètes, mais ensuite les faire revenir en Europe avec les talents qu'ils auront accumulés outre-Atlantique? Parce que la tendance qu'on va voir avec les athlètes, on le voit avec Sirena Samba-Mayela. Jimmy Gressier est un cas un peu particulier puisqu'il est accompagné par la Ligue des Hauts-de-France. Mais comment vous allez faire? Parce qu'on a tous les espoirs qui étaient, notamment au championnat d'Europe U20 et U23, qui sont massivement passés dans les universités américaines. Donc comment vous allez gérer ça au niveau du sport de haut niveau et au niveau des entreprises? Merci beaucoup. Alors, par rapport à Los Angeles, aucune inquiétude. Pourquoi? Parce que c'est demain, c'est dans 3 ans. La moyenne d'âge d'un médaillé olympique, c'est 27 ans. Donc en fait, les potentiels futurs médaillés olympiques pour la France, et paralympiques d'ailleurs aussi, ils ont 22, 23 ans, ils sont déjà quelque part encadrés, ils sont déjà dans nos dispositifs. C'est plus sur l'après Los Angeles, où là, effectivement, par rapport à des jeunes à devenir, il y aura peut-être des interrogations à avoir, parce que, comme vous l'avez dit, c'est dans les clubs, c'est au départ que ça se forme, ou dans les pôles espoirs, dans les pôles de la filière d'accession au niveau. Donc là, oui, pour Los Angeles, encore une fois, moi, j'ai pas d'inquiétude. D'ailleurs, on le voit bien, cet été, il y a eu d'énormes bons résultats dans le sport français, des tas de nouveaux jeunes qui ont pointé le bout de leur nez. Jimmy Gressier est un exemple parmi tant d'autres, qui s'entraîne à l'INSEP, d'ailleurs, c'est ça entre parenthèses. Après, alors la concurrence avec les universités américaines, elle existe dans certains sports, pas dans tous les sports, hein, un peu en athlétisme et en natation. C'est pas non plus la réponse pour tous les jeunes Français, et en basket aussi, ça existe, hein, parce que c'est pas l'idéal pour tout le monde. Il faut avoir une certaine maturité déjà pour partir là-bas. Après, le problème des universités américaines, c'est pas que le sport français, hein. Les universités américaines, c'est 60 médailles pour des non-américains aux Jeux Olympiques quand même, hein. On n'imagine pas. En fait, ça concentre toute une élite du haut niveau mondial. On a toujours quand même beaucoup de sportifs qui restent en France. On essaie d'ailleurs au niveau des études, on vient de mettre en place un bachelor pour aussi être intéressant avec 3 grandes écoles, l'ESSEC, Sciences Po, Centrale Supélec, un bachelor en 5 ans, vraiment totalement adapté, qui coûte vraiment pas cher. Justement parce qu'un des sujets souvent évoqués, c'est de dire « Ah oui, mais aux États-Unis, on a des belles études qui sont prises en charge. » Donc on essaie aussi de lutter à notre niveau par rapport à ça. Mais on n'empêchera pas, et tant mieux, quelques sportifs de partir. Donc pour répondre résumer suite aux interrogations, Los Angeles, sincèrement, j'ai aucune inquiétude. Et on sent bien, ça a été le cas pour tous les pays qui ont organisé les Jeux. L'Olympiade qui suit, on est toujours sur cette dynamique. Les Anglais ont été meilleurs à Rio qu'à Londres. Les Japonais ont été aussi bons là à Paris qu'à Tokyo. Donc on est dans cette dynamique-là. C'est plus l'avenir, effectivement, où là, on peut s'interroger. En tout cas, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Je peux peut-être parler juste un complément de réponse sur la conclusion. Sur le sujet du financement. J'ai envie de vous dire, moi, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que il faut vous mettre dans l'idée que l'argent public, il y en aura de moins en moins. Et donc, ce que vous vivez en ce moment en termes de financement qui se réduit pour le monde associatif a vocation à se poursuivre. Et en plus,
On n'est pas loin d'être dans une situation économique dégradée, puisqu'il n'y a pas de croissance. Et donc, les capacités d'entreprise ne vont pas pouvoir venir en complément à court terme parce qu'on est dans une situation économique dégradée. Par contre, il y a des solutions. Et les solutions, c'est ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on rende possible plus d'investissement du monde économique dans le tissu associatif. Et pour ça, évidemment, l'une des solutions, c'est plutôt que de maintenir les taux de prélèvement obligatoires qui sont aujourd'hui les plus élevés du pays, de l'OCDE. C'est d'essayer de réduire cette fiscalité pour rendre plus la capacité des uns des autres à investir directement dans le tissu associatif. On y a tous intérêt. On y a intérêt parce que, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ça, c'est techniquement possible. Et on espère aussi que, une fois que les choses vont être décantées d'un point de vue politique, il y aura une politique qui favorisera l'activité économique et qui rendra évidemment, qui donnera des capacités énormes pour tout ça. Donc soyez pas inquiets à moyen terme parce qu'il y a des solutions. Mais effectivement, il faut aussi que chaque club porte des projets qui soient finançables, qui soient vendeurs dans le territoire. Et les entreprises dans lesquelles vous êtes dans votre territoire sont intéressées par ce que vous faites. Il faut le faire savoir et il faut vraiment marketer ça sous forme de projet pour aller chercher des financements privés. Merci beaucoup à tous les trois, Samuel Tual, Fabien Canu et Rachel Préti.